Vous avez vu, c'est magnifique. Madagascar, première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Qualification historique en huitième de finale. Bonsoir à tous, vous êtes dans After CAN, votre émission foot. Il y aura beaucoup d'émotions aujourd'hui. Madagascar qualifié pour les huitièmes de finale. Le Nigeria qui a déjoué. La République démocratique du Congo qui est toujours en vie mais qui n'est pas maître de son destin. La Guinée aussi qui devra patienter. Voilà un petit peu, on va dire, les grandes conclusions de cette troisième et dernière journée de la phase de groupe pour les groupes A et B. Bonsoir à tous. D'ailleurs, l'occasion de vous rappeler que vous êtes en live sur Facebook, donc continuez à poser vos questions, envoyez-nous vos messages, on y répondra en plateau pendant cette émission. Et aussi sur le site, le direct www.sadafrique.com. L'émission After CAN du jour, c'est parti avec mes invités du soir. Abdellah Boulma, bonsoir Abdellah. Salut Mansour. Je sais que tu es très en forme aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il nous revient du Caire, Scott Kadina de Léopard Léda Foot. Bonsoir Scott. Bonsoir à tous, bonsoir. Soulagé Scott un peu. La pression qui descend, mais bon, on va attendre. Une partie du chemin est fait. Une partie du chemin est fait. Et enfin Bruno Aoyo de Voice of America. Bonsoir Bruno. Salut Mansour. On s'est quitté il n'y a pas très longtemps. On était là hier, on a pas mal débriefé, c'était mouvementé. Voilà. Alors messieurs, voilà, Madagascar, qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant le début de la CAN, quand on a vu le tirage, qui aurait parié dessus? Moi. Ouais. Non, je plaisante. non, j'avais parié sur la Mauritanie, bien évidemment. On est sur une CAN à 24. Voilà, on s'attendait à 2-3 surprises. Pourquoi pas Mada. Ouais. Des joueurs, une équipe, on ne s'attendait pas du tout à ça. Voilà, ils terminent combien? Ils terminent premier de leur groupe. Mais c'est quand même incroyable avec un entraîneur français que peu connaissent, qui a exercé en France. Peut-être qu'on pourra le détailler par la suite. Une équipe avec un vrai bloc défensif, une vraie équipe compacte qui a su travailler Nicolas Dupuis. Nicolas Dupuis qui a fait de l'excellent travail. Ça fait quoi, 3 ans qu'il compose avec ses jeunes ou ses moins jeunes, mais c'est pas une équipe de stars. Et c'est peut-être là qu'on attendait, qu'on n'attendait pas cette équipe, parce qu'on voit des stars un peu partout, comme le Nigeria, bien évidemment. Et là, c'est Mada, une équipe sans stars, mais qui prouve qu'elle a la possibilité de passer en huitième, alors qu'on les attendait pas. Après, il faut souligner quelque chose, c'est que pendant les éliminatoires de la CAN, pour accéder, ils avaient quand même titillé le Sénégal. Hein, ils avaient fait le match d'ailleurs à Antananarivo. Exactement. Donc c'est surprenant, mais il y avait déjà des signes avant-coureurs. Voilà, c'est ça. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, même si c'est le Nigeria qu'ils ont dû battre pour se qualifier, malheureusement. Il est dépité. Moi c'était pas tout à fait la joie, mais bon. Mais voilà, franchement, ils ont réalisé un très beau match, une prestation d'une rare qualité vue dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, une super équipe avec d'excellents joueurs, Nomen Janari, André Amati-Tinoro, André Atsima, de super joueurs, vraiment qui sont dans l'esprit, qui sont disciplinés tactiquement. Et c'était vraiment beau à voir. Bon, voilà, beau à voir quand on est objectif. Ouais. Voilà. Et ça me rappelle un truc, parce qu'il me semble que c'est la deuxième nation insulaire. D'ailleurs, ça me rappelle le Cap-Vert en 2013, qui n'était pas attendu à l'époque et qui a réussi, qui a surpris tout le monde, tout avec un collectif comme il le fallait. Nation insulaire, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même Mada. Ouais. Et j'oubliais un truc, c'est qu'Amadamad doit être très content et très heureux ce soir. Il faut quand même le préciser. Il est hyper discret. Il est hyper discret, mais là, ce soir, il doit faire la fête avec ses supporters. Il n'est pas acheté, il n'y a pas de. C'est leur mérite. Voilà, on fait la petite blague, mais c'est le mérite de Madagascar. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on a dit qu'on voit une équipe plaisante à avoir joué, une équipe décomplexée, qui avait, comme Scott l'avait rappelé, qui a accroché le Sénégal lors des qualifications. Mais franchement, qui aurait prédit une victoire 2-0 sur le Nigeria après ce qu'on avait vu dans ce début de compétition? Après, il faut signaler quand même quelque chose, c'est que le Nigeria était légèrement remanié. Mais honnêtement, c'est pas une excuse quoi. Quand on voit, bon après ça, on peut expliquer. Mais si tu changes, si je peux me permettre, Bruno, tu changes la moitié de l'équipe quand même. Il y a 5 joueurs qui étaient 5 titulaires qui n'étaient pas là. Donc c'est quand même 50% de l'équipe. Ça n'est pas rien. Donc ça a quand même un facteur. Quand même, honnêtement, le Nigeria de 45. Pardon, j'étais nul en maths. Merci. Franchement, ce Nigeria-là n'avait quand même pas à faillir à ce point. Quand on voit le match de Léon Balogun à ce niveau-là, c'est pas possible. Bon, malheureusement, il n'a pas beaucoup joué cette saison, mais voilà, il y a eu trop de défaillances, même les 3 de devant, on les a pas vus. Moussa, Igalo n'ont pas été bons. Est-ce qu'ils n'ont pas justement
ils n'ont pas pris cette équipe de Mada à la légère. J'ai eu cette impression, moi. Je pense pas. Aussi que je comprends pas pourquoi le coach il essaye pas peut-être de lancer dans le bain enfin, mais qui était un des meilleurs pendant la préparation, Henri Onyekuru. Première question aux téléspectateurs d'Alfred Sibiri Niébé. D'ailleurs, à l'occasion de nous rappeler que vous êtes en direct aussi sur live Facebook. Continuez à poser vos questions. La preuve, ça marche quand c'est pertinent. Comment avez-vous trouvé les Malgaches arrivés pour la première fois dans cette CAN? Ils sortent vainqueurs de leur poule en plus. Mais c'est ce qu'on vient On a déjà tout dit. Hein. C'est bon, franchement excellent. Très discipliné tactiquement, avec une vraie identité. Et puis une vraie symbiose avec le coach, c'est important. Et j'ose espérer qu'il puisse confirmer encore une fois en 8e. Alors peut-être un mot sur leur coach justement, Abdellah Nicolas Dupuis. Oui, en fait il est un peu inconnu. Il est aussi coach de Fleury. Exactement, pas de Fleury, de FC. Il est à Fleury, c'est en National 2 il me semble, et il a fait ses gammes à Isère. Je me souviens plus exactement du club, mais c'est pas un coach hyper connu, c'est pas le grand coach français comme ces fameux sorciers blancs qui ont écumé l'Afrique depuis 10, 15, 20 ans. Il va peut-être se faire un nom comme Hervé Renard. On se souvient, Renard, quand il est avec la Zambie. Peut-être, ouais, mais est-ce qu'il avait aussi... Enfin, lui, on ne le connaissait pas. Enfin, ou très peu de monde, sauf les initiés, le connaissaient. Et là, il arrive de manière très discrète, sur la pointe des pieds. Il a formé un groupe. Il a fait le nécessaire en qualif. Et là, c'est leur première. Et attends, mais c'est totalement... Enfin, c'est tout à fait sensationnel ce qui se passe. Et puis, c'est pas juste sur le cœur, sur l'engouement national, etc. Il y a un vrai travail derrière. Et cette équipe a une vraie identité de jeu, voilà. Et ils essaient vraiment de poser le jeu. Et c'est un critère vraiment important pour lui. Et la preuve, franchement, faire ça à ce Nigeria-là, quand même, qui avait, malgré les changements, beaucoup de joueurs importants quand même sur la pelouse, c'est franchement remarquable. Et la plupart des joueurs qui composent cette équipe de Mada, c'est des joueurs, c'est pas des grands joueurs, c'est pas des grands joueurs, si je peux me dire, il n'y a pas de top players, c'est des joueurs de division inférieure qu'on connaît pas. Enfin, à part encore une fois, j'insiste, je radote pour les initiés, mais tant mieux. Est-ce que justement c'est pas la CAN des équipes, des équipes de joueurs, voilà, des équipes de joueurs, d'équipes qui sont composées de joueurs pas très connus, mais qui font le travail, qui font le nécessaire, qui ont besoin de se montrer pour aller le plus loin possible. Peut-être. On sent aussi, Scott, un vrai groupe, il y a une vraie unité. Là où on a vu d'autres équipes avec certes peut-être plus d'individualité, ne pas être aussi regroupées. Exactement, là on voit qu'il y a une unité depuis les éliminatoires. C'est pas que pendant la CAN, j'insiste bien parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. On voit que les joueurs sont solidaires, même si Morel n'a pas pu participer aux 3 premiers matchs. Il est toujours impliqué dans l'effectif, c'est le capitaine. On sent que voilà, cette équipe, elle est avec du cœur et elle a tous les arguments pour aller loin. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra attendre les 8e de finale pour se projeter un peu plus sur la suite de la compétition. Nouvelle question d'Olivier Capo-Golvin qui nous demande: Madagascar a été supérieur au Nigeria sur ce match, mais ou alors est-ce que c'est le Nigeria qui n'a pas su aborder la rencontre, Bruno? Non, je pense que c'est Madagascar qui était supérieur. De toute façon, personne n'a été au niveau dans cette équipe Nigeria. Vous voulez ressortir qui? Olaïna, pas bon. Awaziem, pas bon. Milieu de terrain, Ogou sorti à la mi-temps. Voilà, Obi Mikel qui était surtransparent et enfin. La dernière fois j'avais dit il doit être sur le banc pour moi. Pour moi normalement son tournoi est mais juste pour moi normalement si on est encore une fois logique son tournoi est terminé. Après il a pris sa retraite internationale. Gaillard Notre allait le rechercher pour ce type de performance. Ça interpelle quand même. Ça interpelle surtout le niveau qu'il a proposé aujourd'hui, c'était d'une pure transparence. Est-ce que son périple en Asie, ça n'a pas impacté? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas essentiel à cette équipe nigériane. Et aujourd'hui, il a montré que sa place, elle était que sur le banc. Il est sorti pour ça. D'ailleurs, c'est vraiment étrange en fait quand on revoit le match. Les 15 premières minutes étaient plutôt du côté du Nigeria et ça bougeait pas mal du côté du petit Moussa sur le côté. Mais il est impressionnant, ce joueur. Mais voilà, plus le match allait, plus le match passait. Et là, Mada a commencé à prendre l'emprise du match, à rentrer dans ses marques, à prendre l'emprise du match et à l'emporter. Encore une fois, j'insiste, je pense véritablement que le Nigeria a un tout petit peu sous-estimé cette équipe de Mada. Et ils ont sous-estimé ou ils ont balancé le match? Non, ils ne l'ont pas balancé parce que voilà, encore une fois, il y a 5 titulaires qui étaient sur le banc.
Et je pense que ça... et c'est un marathon quand même, la CAN. C'est ce que je disais la dernière fois. Ils ont géré. Ils ont quand même... Alors, bon, là, ils ont mal géré pour le coup. Mais voilà, il y a une compétition. Il fait 35 degrés là-bas. Il fait chaud. Il faut reposer les titulaires. Donc, je pense que pour moi, on verra... Enfin, c'est pas encore... Les dés ne sont pas totalement pipés. On va voir ce qui va se passer en huitième. Inconsciemment, ils ont relancé toute la Coupe d'Afrique C'est ce des que j'allais Nations. dire. Ils ont géré, mais les répercussions, elles sont terribles parce qu'on va voir le classement qui va s'afficher. Dans ce groupe B, ça change tout parce que Madagascar, du coup, est leader et premier du groupe, c'est assuré avec 7 points. Ensuite, le Nigeria, 6 points. La Guinée, 4 points. Le Burundi, aucun point. Là, ça change tout parce que pour la simple et bonne raison que le Nigeria, devinez, va affronter qui? Le deuxième du groupe F. Donc, c'est-à-dire Cameroun, Ghana, Bénin ou Guinée-Bissau. C'est un gros morceau. C'est un très gros morceau. Après, si on est logique, normalement, pour moi, le Nigeria, à part le Cameroun, et je pense que le Cameroun va terminer premier de ce groupe-là, le Nigeria est supérieur aux autres équipes. Mais encore une fois, mais là, je pense qu'en fait, Gernot Rohr, lui, il l'a beaucoup expliqué. En plus, il a eu un incident avec Samuel Kalou. C'est que la température le dérange beaucoup. Donc, il a voulu faire souffler son équipe. Après, que les remplaçants n'aient pas été au niveau, ben, tant pis pour eux. Et je ne pense pas que le Nigeria, très sincèrement, va afficher ce visage-là en huitième de finale. Il y a plus de petites équipes, on ne sait jamais. On a Le Bénin, dit, ils ont bien joué, dit le depuis le Ghana départ. aussi. Donc, Il y a vraiment... attention, le Nigeria, ils se sont mis dans une situation un peu délicate alors qu'ils auraient pu avoir la facilité en étant premiers. Ouais, mais ils gèrent, encore une fois, enfin, tu viens de le souligner très justement, les températures. On ne va pas jouer un marathon comme ça jusqu'à encore 2-3 semaines, mais c'est énorme. Et Rohr a eu totalement raison de faire souffler ses titulaires. Même s'ils perdent, effectivement, ça pipe un petit peu le classement, mais voilà, il a fait jouer. Pour gagner la CAN, il faut battre tout le monde. Ouais. En 2013, quand le Niger remporte la CAN, ils battent la Côte d'Ivoire en quart de finale, c'était pas attendu. Donc, de toute façon, ce sera compliqué dans tous les cas. Ok. En tout cas, ça redistribue les cartes parce qu'en plus, le Nigeria rebascule dans la partie de tableau de l'Égypte, autant dire que ça va être pas mal. On va passer à la deuxième affiche de la soirée. C'était la Guinée face au Burundi. La Guinée qui devait s'imposer pour continuer à espérer. La Guinée qui s'est imposée face au Burundi. Les Guinéens gardent espoir, mais sauf que maintenant, ça dépend plus d'eux. Ça dépend plus d'eux, mais ils sont quand même bien placés parce qu'avec 4 points, on s'aperçoit que selon les matchs qui restent, c'est fort probable qu'ils soient qualifiés. Maintenant, est-ce la bonne idée de finir 3e? Je ne pense pas. Oui, c'était peut-être pas une idée, mais bon, ils auraient pu éviter de se mettre dans cette situation-là. Surtout quand on voit le groupe. Sur le papier, il aurait pu être... On rappelle avec la Guinée quand même qui a fini première de son groupe de qualification devant la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. Exactement. Ouais. Maintenant, ils ont affronté une équipe du Burundi qui était assez faible, faut le dire, avec un gardien qui, pour moi, n'a pas le niveau d'une compétition internationale. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul, malheureusement. Après, malheureusement. Mais voilà, la Guinée a montré quand même de belles choses sans Naby Keïta titulaire. Mais est-ce que ça sera suffisant? J'ai un gros doute. Alors, parlons justement de la prestation guinéenne. Est-ce qu'on peut dire, Bruno, que sans être flamboyant, des 3 matchs qui ont disputé, c'est le match, on va dire, entre guillemets, le plus abouti? Oui, mais après, comme l'a dit Scott, c'était pas un match de très haut niveau, très haut vol techniquement. La Guinée a fait ce qu'il fallait, voilà, avec un très bon abri Ibrahima Traoré, avec un bon Kaba, j'ai trouvé intéressant dans les remises, etc. Et forcément un très bon signe Naby Atara qui a été comme il faut. On va voir les statistiques du match. 65% de possession pour la Guinée, 15 tirs, 66 duels gagnés. À défaut d'être, on va dire, bon, on sent Abdellah qu'ils en voulaient plus au moins sur le terrain. Ils ont fait un match de type CAN. On n'est pas forcément extraordinaire, mais au moins on en voulait plus, un peu plus que le Burundi. Oui, mais au regard des prestations du Burundi là aujourd'hui, moi j'estime qu'elle fait partie des équipes les plus faibles, les plus faibles de cette CAN. C'est une victoire, on relève quelque part. Oui, mais après c'est vrai que déjà il faut signaler que la Guinée aurait pu en mettre 2 ou 3 de plus parce que 2-0 pour moi c'est vraiment pas suffisant. Mais je dirais que le premier match face au Madagascar, il me semble. Oui, le premier match face au... la Guinée aurait dû gagner ce match-là et je pense que ce match-là était beaucoup plus abouti que ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors certes, il y a le résultat qui est là, mais
je pense que la Guinée aurait mérité mieux dans cette entame de compétition et j'ai peur qu'elle regrette, cela à partir des huitièmes de finale. Et puis il faut le dire aussi, le Burundi a rapidement été réduit à 10 au début du match avec une énorme erreur du défenseur. Donc moi je relativise un peu, moi je ne trouve pas que Paul Put il maîtrise vraiment ce qu'il fait dans tout ça. Donc je pense que la Guinée est à son maximum. Alors justement, ça tombe bien que vous parlez de cette erreur du défenseur, Bruno. On rappelle donc le Burundi qui se retrouve à 10 dès la 13e minute de jeu, après le carton rouge reçu par Douwa Rougira. Voilà, il fait une mauvaise passe, il ceinture le défenseur, carton rouge. Question téléspectateur d'Emery Kabongo depuis la RDC qui nous dit donc que Douwa Rougira a été expulsé face à la Guinée. Est-ce que sa faute méritait-elle un rouge? Vraiment. Parce qu'on se souvient que, d'ailleurs Scott, vous êtes très bien placé pour en parler, lors du match entre la RDC et l'Égypte, il y a exactement la même situation, la même faute, carton jaune. Après, c'est vrai que les matchs ne se ressemblent pas. Les matchs ne se ressemblent pas. C'est une question d'interprétation ou d'arbitrage maison? C'est une question d'interprétation et on sait pertinemment qu'il y a il y a toujours un arbitrage maison, que ce soit en Égypte, en Algérie ou partout ailleurs dans le monde. L'arbitrage maison fait partie de l'essence même du football. C'est malheureux, mais ça existe. C'est comme ça, c'est l'arbitrage maison. On biaise une compétition parce que là, supposons par exemple, Abdallah, on prend le cas du match précédent entre l'Égypte et la RDC. Ce rouge, il va changer beaucoup de choses. Évidemment. Sauf que finalement, l'Égypte gagne le match. Mais la RDC se retrouve avec 3 points et n'est plus maître de son destin. Je suis entièrement d'accord. Mettez-vous à la place de l'arbitre. Voilà, il est ici, vous savez. Le but de l'arbitre, c'est pas de faire une bonne compétition pour aller le plus loin possible. Après, peut-être que c'était pas évident pour lui. Après, je sais pas, oui, à vitesse réelle. Voilà. Bon, là, on lui cherche des circonstances atténuantes. Mais je pense que vous avez totalement, en filigrane, je sais pertinemment ce que vous voulez dire. J'ai bien saisi. Est-ce que les arbitres sont totalement objectifs? Non, oui, c'est difficile pour eux. C'est difficile. Est-ce que c'est pipé? Non, je n'y crois pas un seul instant. Est-ce qu'il y a une pression sur l'arbitre? Oui, parce qu'on joue en Égypte. Voilà, tout simplement, c'est mon constat. Après, c'était pas le même arbitre aussi. Ouais. Moi, je pense que dans les deux cas, ça doit être rouge, c'est tout. Donc là, c'était justifié. Avec un jaune, l'autre avec un rouge. Ouais, c'est vrai. Parce que là, ça a une conséquence sur le résultat du match. Et l'autre aussi, ça aurait pu avoir une conséquence. Alors, on va continuer pour parler aussi de la prestation de l'homme du match. Forcément, avec son doublé, c'est Mohamed Lamine Yattara. En l'absence de Naby Keita, c'est un petit peu lui qui a pris ce rôle derrière Surikaba. On va voir derrière ses statistiques à Mohamed Yattara. 53 ballons, 5 tirs de cadré, 2 buts. C'est propre. Il a proposé beaucoup de ballons, beaucoup de solutions. C'est bien parce qu'il a devant, au niveau de l'attaque guinéenne, il a pu être le relais et donner beaucoup de ballons. Malheureusement, certains n'ont pas été bien exploités, mais on sent qu'il se donne à 100% pour son équipe nationale et c'est une très bonne chose pour la Guinée. Est-ce que justement, c'est pas lui qui peut être une des clés pour la Guinée parce qu'on sait que Naby Keita n'est pas à 100%? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un Mohamed Yattara en pleine possession de ses moyens plutôt que de forcer de tirer la corde sur Naby Keita? Je ne suis pas vraiment d'avis parce que Naby Keita, il a fait quelques minutes, enfin il a joué même contre le Nigeria, il a proposé de très bonnes choses, même si c'est vrai qu'il n'était pas à 100%. Donc je pense qu'un joueur de cette classe-là, même s'il n'est pas à 100%, il peut te faire basculer un match. Donc je pense que ça va être, s'il se remet bien sûr légèrement mieux pour la suite de la compétition, c'est celui, je pense, qui pourra aider la Guinée à aller de l'avant. Bah, moi, honnêtement, pour moi, Naby Keita, quand il se blesse, il est blessé pour 3 mois. Il ne doit pas faire la compétition ou alors la commencer que maintenant. Donc pour moi, il avait annoncé qu'il allait pas jouer la CAN. Donc s'il est blessé, il est blessé. Il n'y a pas à forcer à se mettre un joueur en poids comme ça dans le groupe. S'il accepte, c'est que il se met à la disposition de l'effectif. Donc je pense, on va pas lui mettre la pression parce qu'il est venu en équipe nationale. Moi je pense qu'il a eu un peu de pression, voilà, un peu populaire. Mais moi je trouve que voilà, quand on est blessé, jouer comme ça un peu en plus. Enfin, ça met pas en confiance les remplaçants, etc., qui se disent bon moi au prochain match je vais sortir, etc. Et en plus quand il a joué, voilà, c'est pas comme si ça a changé le résultat pour la Guinée. Donc voilà, de toute façon moi je pense que la Guinée, très objectivement, voilà, en quart de finale c'est terminé pour eux cette CAN au plus loin. Donc peut-être en 8e, on sait pas. Voilà, oui, je veux dire au plus tard en quart. C'est pas l'équipe non plus la plus, qui m'a. Voilà.
Non, je pense qu'en huitième. Parce que à partir des huitièmes, on va. Élimination directe, C'est un- la donne chance. C'est une autre C'est compétition un qui tout commence. autre tournoi qui commence à partir des huitièmes de finale. Voilà, Ouais. on va oublier tout ce qui s'est passé sûr. avant. C'est ce qui se passe systématiquement dans les grandes compétitions à l'international. À partir des huitièmes, il y a des équipes qui se révèlent comme ça et qui commencent à montrer leur vrai visage. Donc encore une fois, on va voir. On n'est pas devant, on n'est pas des Nostradamus. On va voir ce qui va se passer avec la Guinée à partir des Je vais huitièmes. juste rebondir sur ce que disait Bruno au sujet de Naby Keïta. Est-ce que le fait qu'il ne joue pas, si ça désinhibait ses coéquipiers, ça va donner plus de responsabilité aussi à un moment donné? Parce que est-ce que la Guinée ne se repose pas trop sur Naby Keïta? Oui et non, parce que sans lui, ils ont réussi à gagner. Hein. Ouais. Donc, je pense que en tant que joueur guinéen, tu te dis que si tu as un Naby Keïta dans ton effectif, il peut t'apporter la dernière passe, il peut t'aider à aller mieux, débloquer un match. Ouais. Après, forcément, si physiquement, lui, il n'est pas à 100%, ça peut être aussi un handicap. Ouais. Mais je pense que les coéquipiers de Naby Keïta doivent se sentir galvanisés avec sa présence. C'est mieux de l'avoir avec soi Mm. que sans, Mansour. Je Peut-être veux pas dire, comme titulaire. non, peut-être pas comme titulaire, mais effectivement, là, on ne sait pas dans quel état physique, il est réellement. Donc forcément, il y a des doutes. Moi, je préfère jouer avec un autre plutôt que Nabil Keïta blessé ou physiquement pas au top, bien évidemment. Vous me dites qu'il est vraiment bon et là vous me dites que vous préférez jouer avec quelqu'un qui est à 100%. Non, mais c'est toujours la même chose. Est-ce que vous préférez jouer avec un coéquipier qui est la pseudo-star ou la star de l'équipe qui n'est pas à 100% ou avec un autre? Je ne sais pas dans quel état physique il est réellement aujourd'hui. Moi, je pense, à titre personnel, que la Guinée doit jouer avec Naby Keïta parce qu'il n'est pas finalement si blessé que ça. Contre le Nigeria, après c'est vrai qu'il est sorti, mais il a montré quand même des choses intéressantes. Pas comme s'il était... C'est possible Est-ce aussi. qu'il joue pas avec le frein à main? C'est possible. Je ne sais Après, pas. il a une heure d'autonomie, après il sort sur blessure. Oui. Il joue pas le dernier match. Donc est-ce que c'est pas aussi risqué comme le disait Bruno? Je sais pas. Après là aussi, c'est Paul Poulpe qui va devoir trancher. Oui, mais bon, vu qu'il est plus occupé à tailler ses joueurs en conférence de presse que de trouver une cohérence à son équipe, voilà, moi je suis un peu perplexe sur la façon dont il gère cette équipe de Guinée, mais en tout cas pour le peuple guinéen et pour ce qu'il fallait montrer sur ce dernier match, la Guinée a très bien fait, ça c'est sûr. La gestion de Paul Poulpe, on en parle un peu ou il y a des choses à redire? C'est vrai qu'il y a eu cette histoire après le premier match, c'est vrai qu'il a un peu tensé ses joueurs en conférence de presse. Quand on débute une compétition par une contre-performance, que d'ailleurs on se met peut-être ses joueurs à dos, ça va être compliqué après de remotiver les gens pour qu'ils aillent dans votre sens. Ça va être compliqué. La preuve, ils ont perdu le match qui a suivi. Donc, pour moi, je pense que quand on fait un mauvais résultat dès l'entame de la compétition, il faut galvaniser ses joueurs, il faut être positif. Parce que si toi, tu n'es pas positif, ça va être difficile de transmettre ta positivité aux joueurs. Oui. Et malheureusement, ça s'est ressenti avec la Guinée. Bon, là, ils se sont rattrapés, ils ont battu le Burundi. Mais est-ce que dans la suite de la compétition, ou même après la CAN, est-ce qu'il n'y aura pas une cassure? C'est l'avenir qui nous le dira. C'est comme avec la RDC, enfin on en parlera. Je veux dire, il y a eu une cassure enfin, la veille, l'avant-veille, etc. Regardez ce qui s'est passé. Le Zimbabwe aussi, il y a eu des cassures la veille, l'avant-veille, 5 jours avant la compétition. Regardez ce qui s'est passé par la suite. Donc on ne sait pas si ça influe véritablement sur le comportement des joueurs. Là, en l'occurrence, je pense que avoir un entraîneur qui soit au diapason de son équipe, c'est bien mieux que l'inverse. Alors on va continuer. La Guinée donc qui a 4 points, qui normalement a de fortes chances de finir parmi les meilleurs troisièmes. Ça va donner quoi pour la suite? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite de la compétition pour la Guinée, si ça continue? Il a répondu plusieurs fois qu'il avait atteint leur plafond de verre, Mansour. Oui, mais après ça va dépendre de l'adversaire, ça dépend de sur quel adversaire ils vont tomber. Mais moi je trouve que l'équipe est déjà un peu plus de confiance quand elle ne doit pas trop calculer. Bon, on n'est pas d'accord avec Scott, mais ce qu'elle ne doit pas calculer, ce qu'il faut faire avec Naby Keïta ou pas. Il y a Amadou Diawara aussi qui est là, qui est un solide joueur quand même. Donc moi je pense que cette équipe de Guinée, en tout cas tout ce que je peux dire, c'est que l'association Kaba et Diawara, moi j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Diawara. Yatara, pardon. Ah, vous disiez aussi, il y a quel Diawara. Voilà. Vous voulez y aller jusqu'où aussi? Ça va être compliqué de voir plus loin que les huitièmes de finale, voir l'écart. Mais On est sur les pronostics là, Mansour? Non, pas encore. Les supporters qui se disent quel est à peu près le niveau de mon équipe. Mais justement, oui, c'est difficile de savoir un petit peu quel est le niveau de cette équipe.
Enfin, il y a quelques favoris qui se sont détachés. Moi, quand je regarde l'équipe d'Algérie, quand je regarde l'Égypte, etc., et qu'on la compare à cette équipe guinéenne, forcément, on est on peut se permettre de critiquer. Là, je rejoins encore une fois Bruno. Je pense qu'ils ont probablement, peut-être que je peux me tromper, je l'espère pas pour eux, peut-être qu'ils nous regardent là en ce moment même. J'espère qu'ils iront le plus loin possible. J'espère qu'ils iront le plus loin possible dans la compétition. Mais là, au regard du match, non, pour moi, ils ont encore une fois atteint un plafond de verre. Je vois un 8e, max, quart, pas plus. Et puis j'espère me tromper pour les Guinéens. Alors, la Guinée se retrouve dans un cas de figure où elle a fini de jouer ses matchs, mais elle ne sait pas si elle est qualifiée ou si elle doit rentrer à la maison. Il y a 48 heures qui vont s'écouler. Comment est-ce qu'on gère ces 48 heures-là en termes d'influx nerveux, tout ce qui est... Je pense que ça dépend des équipes. La Guinée a 4 points. Si on regarde les autres adversaires, la RDC en a 3, il y a le Kenya qui en a 3, mais qui joue contre le Sénégal. Donc, en fait, on regarde les adversaires. À 4 points, tu sais que tu peux te qualifier. Donc, en étant côté guinéen, on peut être pratiquement serein et attendre le nom de son adversaire. Mais c'est tout le contraire de, par exemple, la RDC ou la Tunisie qui va devoir attendre jusqu'à la fin, quoi. Plutôt sérénité alors. Exactement. Sans l'entraîneur, oui, plutôt sérénité. Vous l'aurez compris, Abdellah n'est pas très fan de Pol Pot. Bruno non plus. Un avis sur Pol Pot, Scott? Sans commentaire. J'allais faire un mauvais jeu de mots, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est carton rouge, je sens. D'accord, pardon. Attention. D'ailleurs, procès de Pol Pot aujourd'hui, hier c'était le procès. Non, il y a 2 jours c'était le procès du Giresse. On sent que les sorciers blancs, ils n'ont pas trop la cote en ce moment. Messieurs, on fait une courte page de pub. On revient dans quelques instants pour la deuxième partie. On parle de la RDC. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, à tout de suite. Vous savez que là dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports. Stade Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut Nous, avoir. on veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà, dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu.
Retrouvez-moi tous les mardis à 19h40 dans Brakissa Rencontre pour découvrir une nouvelle personnalité du monde sportif. After Can, deuxième partie, toujours accompagné d'Abdullah Boulma, Scott Kadina et Bruno Aoyo. On va attaquer le match des Léopards, les Léopards de la RDC qui devaient s'imposer face au Zimbabwe pour continuer à espérer. Les Léopards l'ont fait, se sont imposés 4-0. On verra si c'est avec la manière ou pas. Il y a eu beaucoup de choses en tout cas dans ce match, il y aura beaucoup de choses à dire. Je me tourne vers vous, Scott, forcément. Le spécialiste. Vous revenez du Caire, soulagé, là. Soulagé, oui, parce qu'on a vu un changement tactique. Il est passé à un 4-4-2, enfin. Là, on va voir la compo s'afficher bientôt. C'est vrai que les choses continuent. Il y a un changement tactique et des buts, enfin, parce que ça faisait depuis 12 matchs qu'on n'avait pas marqué plus de 2 buts dans un même match. C'était quand même très inquiétant. On savait que cette équipe avait un potentiel pour faire mieux que ce qu'elle a proposé contre l'Ouganda et l'Égypte. Maintenant, c'est fait avec la manière. On va maintenant se diriger vers les autres groupes et attendre le verdict final. Mais même si elle ne passait pas, ça ne serait pas une énorme surprise parce qu'elle a déjà déçu lors des 2 premiers matchs. Ça serait vraiment du bonus. Tout ce qui arrivera dans la compétition ensuite, c'est du bonus. Mais c'est vrai que les 2 dernières prestations ont beaucoup déçu les fans de football. C'est vrai qu'on a vu la République démocratique du Congo commencer par ces 2 premiers matchs par des 4-3-3. Là, on a vu vraiment un changement de passage à 2. Cédric Bakambu qui est enfin épaulé par Jonathan Bolingui. L'entrée en jeu aussi de Youssouf Moulumbu. On sent que tout ça, c'était déjà plus cohérent dans le jeu. Ouais. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que Youssouf Moulumbu, il n'est pas important juste pour faire le discours. D'ailleurs, j'ai fait mon mea culpa. Il y a le match d'avant, j'avais dit que je ne comprenais pas le fait qu'il soit dans les groupes des 23 alors qu'il est blessé. Voilà. Oui, bon, après le truc, voilà, c'est là qu'on voit qu'il est important, notamment. En fait, on voit qu'il rassure pas mal l'équipe, en fait. Qui stabilise vraiment ce milieu de terrain, parce que même s'il n'est pas dans un excellent jour ou dans une excellente forme, au niveau du placement, des repères, de comment aider son compère qu'il a été Wilfried Noké pour être bien dans le match, il était très important et il a fait à ce coup-là un excellent match. Après, voilà, moi j'ai trouvé la réaction d'Ibengue juste, voilà. Avec son staff, avec son agent Profil Miayo, ils ont bien préparé ça. Christian Louindama, le boss qui est sorti. C'était la surprise Ils ont mis Mbemba en défense centrale qui a tenu son rang. Et puis offensivement, voilà, ça a été bien avec Jacques Magoma, avec Shadrack Akolo qui ont réalisé une bonne prestation. C'était intéressant. Et c'est clair que cette République démocratique du Congo, avec un Bakambu enfin, ça fait des semaines, je vous en ai parlé, j'en ai parlé de Cédric Bakambu, parce qu'on l'attendait. Ça doit juste être en 4-4-2 quoi. Mais il y en a tellement qui l'ont, mais sans parler de système de jeu, je te parle essentiellement du joueur, de Cédric Bakambu. Ça fait un petit moment que voilà, on lui tape un peu dessus. Et voilà, il est parti en Chine, t'es parti t'exiler en Chine, etc. Pourquoi tu es allé là-bas, alors que pour moi c'est un très bon joueur. Voilà, qui a sa place dans un très bon club européen. D'ailleurs, il a fait des clubs européens, Villarreal, il me semble, et ensuite, Bursaspor, etc. La Turquie, l'Espagne. Ensuite, c'est pour des raisons financières. Et il a bien raison. Enfin voilà, il est parti là-bas et ça on lui en a beaucoup voulu. Effectivement, là le Congo, on les attendait. Enfin même l'entraîneur n'était pas. Ne rassurait pas, même en conf de presse, il ne rassurait pas ses joueurs. Et là, c'est volte-face. Ils nous mettent, il me semble que c'est la plus large victoire de la compétition de la CAN pour l'instant. On s'attendait à une adversité un peu plus rugueuse. Ils en ont quand même mis deux. Voilà. Alors que précédemment, je termine simplement avec ça, ils avaient pris 4 buts en 2 matchs. Exactement. Mais imaginez le volte-face, le retournement de situation, personne s'y attendait, mais j'imagine que beaucoup ont prié du côté du Congo. On passe de la plus pire des attaques à pratiquement une des meilleures. Donc, mais du coup, est-ce que c'est pas une victoire en trompe-l'œil? Je veux dire, par là, il y a quand même 2 boulettes énormes du gardien zimbabwéen et il provoque un penalty. Et d'ailleurs, pour l'info, le gardien ne devait pas être titulaire.
le titulaire s'est blessé à l'échauffement et du coup, lui, il arrive, il débute, il nous fait un peu une Karius, si je peux me permettre, avec Liverpool. Je ne pense pas que la RDC n'a pas mérité sa victoire. Ah non, je dis pas ça. Le score ne reflète pas la physionomie. Je pense que oui, certes, le gardien il a fait 2 boulettes, mais même sans les 2 boulettes, la RDC a quand même appuyé sur le champignon. On a vu un Jonathan Bolingui très efficace, lui aussi qui a été beaucoup critiqué, il a reçu beaucoup de critiques. Pourquoi il est titulaire, pourquoi il était dans les 23, pourquoi il est titulaire, il n'a pas beaucoup marqué cette saison. Mais sachant qu'ils ont aussi manqué, pardonne-moi, ils ont pas mal manqué. Ils n'ont pas eu d'efficacité face à l'Égypte. Enfin, il y a eu 2 poteaux face à l'Égypte. Donc voilà, il y a eu comme un contexte, un concours de circonstances qui les a amenés jusque-là. Et malgré les discours, encore une fois, d'avant-match, tout ce qui s'est passé avec Moulumbu, on en a parlé en off, ils ont réussi mentalement à se hisser au niveau auquel on les attend. Depuis tant de temps, parce que pourquoi il y a tant d'espoir autour de cette équipe? Et voilà, il est joueurs de qualité. Voilà, c'est dommage qu'ils sont peut-être mal exploités. Quand on voit qu'ils passent enfin en 4-4-2 et que Bakambu est très bien servi, tu te dis mais pourquoi pas tenter ça contre l'Ouganda? Peut-être qu'il aurait eu plus de ballons et peut-être que il aurait marqué plus de buts. Ça veut dire quoi, que Ibenge il a été trop frileux, trop têtu? Ouais, je pense qu'il avait son système préférentiel, qui a toujours été le même depuis qu'il était là. Après, il a changé, j'ai envie de dire au bon moment, mais malheureusement, avec 3 points, est-ce que ça va suffire? Et avec une différence de but nulle, est-ce que ça va... Je pense que oui, et en toute objectivité surtout, parce que le Kenya a déjà -1. Le Kenya a son destin en main. Oui, le Kenya a son destin en main, mais il affronte le Sénégal quand même, un gros morceau. Il y a aussi le Maroc, il y a aussi le Maroc, il y a aussi l'Angola. Donc il y a quand même 3 équipes qui affrontent des gros morceaux. Mais c'est vrai qu'ils se sont réveillés très tardivement. Et on parle beaucoup de coachs comme ça à l'international qui sont très pragmatiques et qui meurent avec leurs idées. Là, pour le coup, il a changé de dispositif très tardivement, mais au moins il l'a changé. Ouais. Donc là, au moins, à sa décharge, on peut lui accorder ça. Mais bon, après, ça va être compliqué quand même. Oui, pour la suite de la compétition, dans tous les cas, ça va être compliqué. Entre leurs mains, moi, je ne suis pas si pessimiste parce que je pense que ce regain de confiance-là va beaucoup servir à l'équipe de RDC. Et sur justement des matchs coup près, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Peut-être pas une victoire encore à plusieurs buts d'écart, mais cette équipe va vraiment reprendre confiance. Et puis maintenant, dans tous les cas, Ibenge maintenant, il sait que si elle passe, Ibenge sait qu'il va mettre Bakambu avec un autre attaquant. Et franchement, moi je trouve que c'est un autre joueur avec ce superbe but juste avant la mi-temps, il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui jouent cette CAN actuellement qui peuvent faire ça. Les remplaçants aussi étaient bons parce que Bolingui s'est blessé, mais il y a Brit Assombalonga qui n'a pas beaucoup eu la chance de s'exprimer en sélection, qui est venu, il a marqué, etc. Il a bien été servi, il a eu des occasions. Donc je pense que le coach va enfin voir que ce système-là est peut-être le meilleur pour les joueurs qui sont en RDC. Tu l'as pas rencontré là-bas ? Oui, on l'a rencontré. On l'a rencontré, mais la décision. Pardon, des questions. Justement, j'allais y venir. Pour ceux qui ne le savent pas, Scott de Léopard de Darfoot était donc au Caire. Il a suivi les Léopards de près. Et justement, je voulais poser quelques questions quand même sur les Léopards. Après ce match contre l'Ouganda, que je pense que la RDC va traîner comme un boulet malheureusement pendant toute la compétition, on a vu cette séquence avec cette vidéo d'excuses. C'était quoi le contexte en fait ? Les joueurs ont rencontré donc la fédération, etc. Et il y a eu un petit échange sur ce qui s'était passé au niveau du match, etc. Et bon, au vu de cet échange, les Léopards ont décidé de s'excuser. Ça a été mal interprété pour certaines personnes. Pourquoi ce message est passé? Alors, est-ce que c'était le bon moment ou pas? En tout cas, il est passé et ça n'a pas aidé les choses parce qu'en Égypte, le match face à l'Égypte, ça ne les a pas galvanisés. Ils ont proposé aussi un jeu qui était peut-être meilleur que celui de l'Ouganda, mais pas assez. Après, aujourd'hui, le message va être effacé seulement si on va loin dans la compétition. Mais sinon, j'ai peur que les séquelles restent en fait. Et puis moi j'ai aussi envie de dire, au lieu d'exhorter les joueurs à s'excuser,
que M. Omari, par exemple, qui mette un peu plus de moyens pour agrandir le staff et pour aider M. Ibengue. Parce qu'en Afrique, on a un vrai bon entraîneur là, qui demande qu'à progresser, qui est toujours dans l'esprit. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de moyens plutôt que de perdre notre temps en Afrique à faire des excuses. Enfin, tout le monde s'en fout. Moi, si je suis en Afrique, je ne sais même pas pourquoi vous appelez ça des excuses. J'appelle ça une humiliation publique. Moi. Oui, ben moi, voilà. Je sais quand même pas. Moi, si je suis citoyen en Afrique, béninois, nigérian, j'attends pas des excuses. Après un match, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que mon équipe joue bien, qu'elle y mette du cœur et qu'elle prépare bien ses matchs. C'est vrai que Bruno vient de parler de Florent Ibengue, c'est un des rares coachs locaux en plus qui a une grosse équipe sur le continent. Est-ce qu'il a assez de moyens à sa disposition? Les moyens, il les a. Ouais. Ils ont quand même fait un stage à Marbella qui était dans de très bonnes conditions. Il a les joueurs qui jouent quand même dans des clubs assez bons, des joueurs de qualité, hein, des joueurs de qualité, que ce soit local ou des joueurs binationaux. Après, voilà, c'est ses choix sur le terrain. C'est pas les mêmes qui ont joué contre l'Ouganda, qui ont joué ce soir contre le Zimbabwe. Ouais. Donc c'est peut-être que voilà, les joueurs ils sont là, mais est-ce que les dispositions tactiques étaient bien? Est-ce que le message était bien passé? Parce que voilà, c'est bien beau d'avoir des joueurs de qualité, mais si tu les alignes pas correctement ou si voilà. On a vu 3 compositions d'équipes différentes, notamment quand il a vraiment coupé des têtes entre guillemets après le deuxième match avec 5 changements. Est-ce qu'on n'a pas atteint, Abdallah, les limites du système Ibengue avec la République démocratique du Congo? Juste avant que je te laisse poser ta question, moi je parle juste, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays avec beaucoup de personnes, un pays qui doit peser en Afrique. Normalement, il y a moyen, dans toutes les dotations, CAF, FIFA, tout ce que tu veux, il y a moyen de débloquer des fonds pour faire de la prospection vidéo, pour avoir un adjoint de plus, pour faire des stages à l'étranger, etc., pour t'améliorer. C'est surtout de ça que je parle. Je parle surtout financièrement. Ça va aider. Non, mais moi je parle surtout financièrement. Ils sont passés tranquillement, mais c'est pas l'adjoint qui a fait que voilà. Oui, mais en plus que. Mais Dupuis, bon après c'est pas pareil. Dupuis a un peu plus d'expérience, il vient de France, c'est pas pareil pour la formation. Moi je pense que Ibengue c'est un bon coach, mais il faut l'accompagner et l'aider à se former constamment et pas faire des excuses sur YouTube ou Instagram ou en Lingala ou je sais pas quoi. Franchement, moi je m'en fiche. Avec Alioune Toretto, Shanghai, ils ont quand tu t'aperçois qu'au bout de 3 matchs, la charnière centrale a été changée, tes deux milieux récupérateurs ont été changés, tes ailiers ont été changés, ton numéro 10 a été changé et même ton attaque. Donc tu te rends compte que voilà, ça fait des positions assez phares dans un 11. Donc c'est difficile de exactement. Donc c'est peut-être qu'au début, il n'avait pas trouvé la bonne solution ou qu'ils n'étaient pas en jambes. Donc voilà, je pense que oui, les joueurs ont leur part de responsabilité, mais qui aligne les joueurs? Ils ont répondu présent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils auraient. Mais justement, je les félicite. Bien sûr qu'ils auraient pu le faire en amont. Oui, bien sûr. On ne fait pas le procès d'Ibengue, mais on parle d'un coach qui a la sélection depuis combien d'années maintenant? 2014. 2014, on est en 2019, c'est énorme. Oui, c'est vrai que ça fait un petit Là, on a l'impression encore qu'il tâtonne, qu'il ne connaît pas son groupe, alors que ça fait des années que c'est le même noyau, Abdallah. Oui, c'est vrai que ça fait des années qu'il est là, mais s'il est encore là, c'est qu'on lui permet d'être encore là. Donc, quelles sont les personnes visées? C'est lui. Si lui, on lui permet d'être encore là, c'est qu'il y a des gens au-dessus qui lui octroient la possibilité d'être encore là. Donc là, je rejoins effectivement ce que vient de dire Bruno. Est-ce que voilà, le problème n'est pas en amont? N'est pas au-dessus. Bien évidemment, tu parles d'infrastructure, tu parles, ouais, bien sûr, c'est un fil directeur. Là-bas, c'est un lieu commun. Hein. Ça ne concerne pas seulement le Congo, ça concerne énormément de sélections. Et tu as donné le contre-exemple de Mada. Oui, effectivement. Voilà. Non, voilà, ils ont un match. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Non, mais pour le coup, là, ça fait 6 ans qu'il est là. Là, on va voir. Je pense que si le destin leur permet d'aller plus loin dans la compétition, c'est peut-être un choc, c'est peut-être un électrochoc en fait cette victoire aujourd'hui. Et si les résultats leur sont favorables par la suite, pourquoi pas? Je pense que ça peut être un électrochoc pour qu'ils aillent loin dans la compétition parce que sur le papier, ils ont l'effectif. Encore une fois, est-ce que Ibengue a changé les choses? Il a changé son dispositif, il a peut-être trouvé la formule. On verra par la suite, on en reparlera en huitième ou on espère un peu plus. Car si tant est qu'il passe. En tout cas, c'est quand même bien qu'il ait pu changer de dispositif parce que s'entêter avec un dispositif qui, au final, nous fait marquer pas beaucoup de buts lors des éliminatoires, 0 pour l'instant à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une bonne chose. Cédric Bakumbo ne pouvait pas s'exprimer comme il le pouvait. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient frustrés.
C'est vrai qu'il n'était pas dans le dispositif idéal pour pouvoir voilà, insuffler quelque chose de positif à cette équipe. Et on a senti aujourd'hui enfin une équipe libérée. Une équipe voilà, qui allait de l'avant. Bon, en même temps, en face, ça n'était pas forcément des foudres de guerre. Voilà. On a vu que les Zimbabwe avaient perdu contre l'Égypte, mais qu'ils avaient montré de belles choses. Après, on a vu ce même Zimbabwe face à l'Ouganda, on s'est dit, ah, finalement, c'est pas si beau que ça. Maintenant, on va se Zimbabwe contre les Léopards. On s'est dit, bon, finalement, le Zimbabwe, c'est pas terrible. On a l'impression que eux, par contre, autant il y a des équipes qui montent crescendo, eux, ils sont descendus au fil des matchs. Bah, moi, je pense que leur match n'était pas si mauvais que ça, mais malheureusement, l'ami de gardien, là, Chipeleleze, malheureusement, bon, lui, je pense qu'il voilà, il va pas dormir pendant une semaine. Parce que dans son match, il a fait tout ce qu'il faut pas faire. Enfin, tout, voilà, quoi. Rien de bon. Voilà. Remis sur le défenseur. Voilà, provoqué, péno. Enfin. Malheureusement, voilà, c'est un facteur important. Et bon, voilà, la compète est terminée pour eux, mais bon, je pense pas que c'était les pires de la CAN. Ça arrive, mais aussi. Les Léopards ont fait un très bon match. C'est vrai que ce n'était pas l'équipe la plus catastrophique de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais contre l'Ouganda, on avait senti que, bon, même si c'est vrai qu'ils avaient mal joué, ils avaient l'opportunité de gagner ce match. C'est vrai, c'est ça. En fin de match, il y avait beaucoup d'immanquables, etc. Donc tu te dis, c'est quand même dommage, surtout ce qu'elle a montré lors des éliminatoires, qui était quand même intéressant. Ils ont battu la RDC à Kinshasa, exactement. À Kinshasa, c'était quand même une sensation. Avec les Gaël Kakuta, tout le monde était titulaire, etc. Ils ont réussi à... Il faut croire qu'ils avaient eu leur prime à l'époque. Non, parce qu'il faut contextualiser encore après, une fois. Prime ou pas prime, je pense que le but, tu le mets contre l'Ouganda, l'attaquant qui joue en Belgique. Je pense que est-ce que ça influe? Je pense que ça influe, Mansour. Mais Scott dit quelque chose de vrai. À un moment donné, il y a 1-1 contre l'Ouganda. Il y a l'attaquant qui est devant le but vide. Il a juste à la mettre. Il a mis quand même 4 mètres dessus. L'immanquable par excellence. Et s'il la met aujourd'hui, peut-être que voilà, le groupe est totalement relancé. Alors en parlant de groupe relancé, mais forcément la RDC est relancée, mais la RDC n'est pas maîtresse de son destin. Il va falloir compter sur les autres, notamment... Le Sénégal. Nos amis sénégalais. Scott, est-ce que tu as un message à passer aux amis sénégalais, c'est ça? Gagner le match. Juste gagner le match, avec la manière aussi, parce que... on sait que cette équipe sénégalaise a les joueurs, mais des fois pêche un peu avec la manière. Donc, avec la manière pour se relancer, avoir de la confiance pour la suite de la compétition, mais surtout gagner ce match pour distancer le Kenya. Il faut en tout cas que dans le match Sénégal-Kenya, il n'y ait pas de match nul. Exactement. Il ne faut pas qu'il y ait de match nul. Ça, c'est la première condition. Donc, l'Algérie batte la Tanzanie, qui est déjà éliminée. Ça devrait le faire. Ensuite, le Maroc qui doit battre l'Afrique du Sud. Maroc déjà qualifié, attention. Ils vont faire tourner. Maroc déjà qualifié. Et s'ils font comme Nigeria? Voilà, il est là le problème, parce que est-ce qu'ils vont faire tourner? C'est ça que je veux dire. Il y a des compétitions qui, au final, deviennent biaisées comme ça, parce que quand on compte sur les autres, c'est plus la même chose. Surtout quand l'autre n'a plus grand-chose à jouer. Quel est le choix de l'entraîneur? Est-ce qu'on fait tourner pour aller le plus loin possible dans la compétition, ou est-ce qu'on garde la même équipe voilà, pour être compétitif jusqu'au bout? Encore une fois, il faut recontextualiser. Mais non, mais Scott, il compte sur le Maroc. Je sais que le Maroc est une très belle équipe. Il va contacter Hervé Renard, il va contacter Cissé, il va contacter tout le monde. Non, mais là, je pense que, encore une fois, j'insiste, il faut reposer ces joueurs. C'est le 3e match, il faut les reposer. C'est pas possible de jouer à 16h. Regardez la canicule qu'on a vécue, nous, ici en France, à 35, 36, 37 degrés. On était avachis sur le canapé, même à minuit, 1h du matin. Imaginez ces joueurs à 4h de l'après-midi avec les mêmes températures sur 90 minutes. C'est impossible. Donc voilà, faut faire tourner, on verra ce qui va se passer. Ensuite, il y a aussi l'Angola, le groupe de l'Angola et de la Tunisie. Voilà. Donc Angola, Tunisie, et aussi le groupe de la Guinée-Bissau aussi, qui Guinée-Bissau. Beaucoup de matchs, hein, Scott. Ça fait beaucoup de matchs, mais bon. Non, il va prier. Après, la RDC est habituée au calcul. C'est pas une nouveauté, même pour aller à la CAN 2015, c'était avec des calculs. Là, on passe pour la Coupe d'Afrique 2019. C'était toujours dans la dernière journée. Bon, là, si on peut passer à la fin, mardi, bon, ça nous arrange. Encore 48 heures à patienter en tout cas. Mais si on va passer au dernier match de la soirée, c'était l'Égypte face à l'Ouganda. Sans faute pour l'Égypte, 3 matchs, 3 victoires. Victoire 2-0 face à l'Ouganda. Bruno, copie parfaite. Pourquoi c'est moi qui dois parler de ce match? Bon, c'était pas le plus beau. Non, mais après, l'Égypte a maîtrisé avec un superbe but de Salah. Un superbe coup franc. Après, que dire de plus? L'Égypte, voilà, a maîtrisé son sujet. Enfin, il y a eu quand même beaucoup d'occasions pour l'Ouganda. Mais après, l'Égypte, voilà, a maîtrisé son sujet, 9 points.
Voilà, on n'en attendait pas moins. Je pense que la dernière fois, en 2006, ils passent avec 7 points, il me semble. Et non, ils passent avec 9 points, puisqu'ils battent la Côte d'Ivoire au dernier match. Voilà, c'est l'Égypte tout en maîtrise. Il faudra voir sur qui ils vont tomber. Mais si l'Égypte ne va pas en demi-finale, je serais étonné, quoi. Parce que cette maîtrise de cette équipe, avec El Mohammadi même qui marque des buts, c'est une superbe équipe. Et puis un super Mohamed Salah qui est une belle personne, et un super joueur de surcroît. Donc, il faut signaler aussi que l'Ouganda, à la mi-temps, savait pratiquement déjà qu'elle était qualifiée. Parce que de l'autre côté, la RDC gagnait 2-0. Ouais. Défaite ou pas défaite, qualifiée. Donc je pense que de leur côté, l'opposition n'était pas coriace. C'est vrai que dans ce type de formule, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, on a tendance, quand on connaît à la mi-temps, on met le frein à main, les entraîneurs leur disent bon écoutez les gars, on y va tranquille, il y a une compétition derrière, il y a les huitièmes derrière, donc on lève le pied. Donc c'est tout à fait normal que l'Ouganda, même s'ils ont apporté une forte opposition, mais c'est l'Égypte en face, ils ont 9 points, ils sont chez eux. Et en tout cas, c'est très sérieux de leur part. C'est très sérieux, voilà. Ils font le boulot. C'est l'équipe la plus surprenante de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Ils ne proposent pas un jeu très alléchant. Il n'y en a pas beaucoup, il y a peu d'équipes qui proposent justement un jeu alléchant durant cette compétition. Mais là, pour le coup, ils font le boulot. Alors, un petit mot quand même sur Mohamed Salah. On a l'impression qu'il est en train de monter en régime dans la compétition. Clairement, non? Bah oui, et puis... Bon, alors ça veut dire que beaucoup de nos équipes auront perdu, mais si il peut remporter 7 CAN, être meilleur joueur, franchement, ça lui permettrait de gagner un ballon d'or, et ça fait très longtemps. Alors, je veux te dire quelque chose. Même si, je le pense véritablement, j'en mets ma main à couper, que si Mohamed Salah remporte cette compétition et que Messi, de l'autre côté, prend la Copa América, je te promets que c'est Messi qui passera ballon d'or. Vous oubliez aussi celui qui joue à la Juventus, là, vous savez. La Ligue des Nations, il l'a remporté aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est une coupe en bois. C'est une coupe en bois. C'est juste que Salah, il a gagné la Ligue des Champions, il a marqué en finale. Et là, s'il a l'occasion de gagner aussi cette compétition, ce serait super. Et ça fait un moment qu'on attend un ballon d'or. Il sera bien placé. Mais surtout, et puis je te laisse passer. Je trouve que techniquement, avec la chaleur, tout ça, il se déroule très bien. Son match face à la République démocratique du Congo était somptueux. Là, il nous met encore un superbe coup franc. Sûrement le plus beau coup franc depuis le début de cette CAN, au moins. Et donc, très franchement, moi, je pense que c'est un des joueurs majeurs de notre continent, et c'est super d'avoir un joueur comme ça. Peut-être dans son duel à distance avec Sadio Mané, parce qu'ils ont tous remporté les mêmes titres en club, pour le titre de meilleur joueur africain. Là, on sent qu'il y a un Salah qui monte en régime. Totalement. Mané contre l'Algérie, c'était pas ça. Il a un QI foot. Ce bonhomme, c'est incroyable parce que sa préparation a été écourtée. Il a quand même remporté la Ligue des Champions. Il a été revanchard. Après ce qui s'est passé en Coupe du Monde, ce qui s'est passé à la précédente finale de Ligue des Champions, il faut voir un petit peu sur le moyen terme, là, en regardant un petit peu dans le rétro ce qui s'est passé pour lui. Il a su trouver la force et même le travail. Il a le talent nécessaire pour nous produire ce qu'il nous produit aujourd'hui. Il est monté en régime et là, il tient cette sélection. Bon, il y a quand même très égay. Il y en a quelques-uns. Voilà, c'est pas la plus grande génération, c'est pas la meilleure génération égyptienne qu'on a, mais on a un joueur incroyable en face de nous. Il fait une saison vraiment très longue. Il enchaîne avec la Coupe d'Afrique des Nations sans véritable préparation. Ouais. Je pensais qu'il allait peut-être être cramé ou jouer avec le frein à main pour éviter les blessures ou être un peu fatigué. Et là, avec la température, tout ça, il amène quand même son équipe vers le haut. Et c'est une très bonne chose. Impressionnant. Je pense qu'il a une hygiène de vie irréprochable pour pouvoir avoir et garder ce niveau. Après plus de 60 matchs, on est en plein cagnard là-bas. On est au mois de juillet. Il arrive à avoir ces niveaux, ces prestations. Non, mais c'est hors norme. De joueur modèle à suivre dont il faut s'inspirer les plus jeunes pour espérer aller loin et tutoyer le haut niveau. On rappelle donc que l'Égypte finit première de son groupe, donc va affronter un meilleur troisième du groupe C, D ou E. Ça devrait le faire. Par contre, il y a une journée demain, journée de lundi, 4 matchs au programme. Il y a des belles affiches. Scott, forcément, je sais que tu vas aller suivre. Tu seras très attentif à ces affiches. D'ailleurs, c'est l'occasion de les évoquer un petit peu aussi, de faire les pronostics comme tous les soirs. Vous connaissez maintenant le gimmick. Mon petit prono, vous allez donner vos pronostics. À la fin de la compétition, le grand pronostiqueur, le grand vainqueur aura un cadeau. C'est promis. Je remonte. Attention.
Je suis dans le top 15. Ah bon? Ouais. J'ai une belle journée. Ah oui, j'étais même 45e à un moment donné. Autant dire que je n'espérais plus. Mais apparemment, ça va très vite. Hein. Juste la première affiche de demain. Afrique du Sud, Maroc. Oui, non. 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc. C'est quoi t'es content là? Si c'est comme ça, oui. Mais je pense que l'Afrique du Sud va poser un peu de problème parce que le Maroc est déjà qualifié, va peut-être mettre un peu le frein à main. Donc je dirais plus soit un 2-1, soit un 1-0. Pour le Maroc? Pour le Maroc, bien sûr. Abdellah? Moi, je vois un nul. D'accord. Côte d'Ivoire, Namibie. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Ok. Je pense un 4-0. Carton là. Carton. Je pense que il est sur la RDC. C'est le match. Non, je pense que ça va être le match référence pour les éléphants parce que la Namibie c'est quand même faible, même si c'est vrai que voilà, contre l'Afrique du Sud ils ont pris qu'un but, mais les Ivoiriens ont quelque chose à prouver, ils ont perdu contre le Maroc. En plus là le match ne se jouera pas à 16h, donc c'est une très bonne chose pour eux et je pense qu'ils vont s'imposer très largement. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Donc victoire ivoirienne. Match qui va intéresser Scott, Kenya-Sénégal. Kenya-Sénégal. 2-0 pour le Sénégal. 2-0 Sénégal. 3-1 pour le Sénégal. 3 Sénégal. Victoire impérative du Sénégal, 3-0. 3-0. Et enfin, Algérie-Tanzanie pour finir cette journée. Algérie-Tanzanie. Algérie déjà qualifiée, hein. Donc il va peut-être faire tourner. 3-1 pour l'Algérie. 3 Algérie. Un but partout. Un partout. Il va faire tourner évidemment 1-0 pour l'Algérie. 1-0 pour l'Algérie. Donc une journée qui ferait les affaires de la RDC. Cela dit qu'il resterait en tout cas en suspens. Vous, les chers téléspectateurs, allez pronostiquer aussi. Faites vos pronostics. Allez sur Mon Petit Prono, Challenge After Can, la Ligue SAD Afrique. Donnez-nous vos pronostics. Rejoignez la Ligue. On est maintenant plus d'une centaine à pronostiquer. Envoyez aussi vos messages. Ça se charrie, c'est normal. Quand on gagne, c'est bien. Quand on perd, on est un peu moins content forcément. En tout cas, allez-y. C'est ça aussi l'essence du football. Messieurs, merci pour votre participation. Nous, on se donne rendez-vous demain soir. Ici, même lieu, même heure. N'oubliez pas, en avance, c'est d'une heure parce que les matchs se jouent plus tôt. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.